Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, l'audience a accordé au chef de l'État béninois, Patrice Talon, par le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les deux personnalités ont évoqué le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Un module de classe dans un mauvais état à l'école Martinez de Pondéou. Son écroulement est même imminent. Pourquoi le bâtiment est toujours dans cet état? Réponse dans ce journal. Les Comores sont en passe d'éradiquer le paludisme. Ce sont les autorités sanitaires du pays qui le pensent. Il ne leur manque plus que la certification de l'OMS pour savourer la victoire définitive sur cette maladie. Jamais cela n'était arrivé pour le Bénin. Un chef de l'État du pays reçu en audience par le roi d'Arabie Saoudite. Depuis ce mardi, c'est effectif. Patrice Talon a eu donc une entrevue avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Ils ont évoqué, je vous le disais, le renforcement de la coopération bilatérale entre leurs deux pays. On parle même de l'implantation bientôt à Cotonou d'une ambassade saoudienne, Ahmed Arekba. Le président Patrice Talon et Sa Majesté le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. À cette occasion, les opportunités d'investissement au Bénin dans différents secteurs d'activité ont été présentées au roi saoudien et à sa cour par le chef de l'État béninois. Ce dernier a par la suite donné son quitus pour l'implantation d'une ambassade d'Arabie Saoudite au Bénin avec résidence à Cotonou. Une mission saoudienne d'évaluation est annoncée dans les jours à venir dans la capitale économique Cotonou pour la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cette coopération qui s'annonce fructueuse et bénéfique pour les deux pays. En marge de cette visite, Patrice Talon a reçu en audience plusieurs personnalités du royaume, dont le ministre saoudien du Commerce et de l'Investissement, Dr Majid Al-Kassabi, le vice-président du Fonds saoudien de développement, Fawzi Al-Olayan, et le vice-ministre saoudien des Finances, Hamed Al-Bazé, pour échanger sur les éventuelles possibilités de partenariat et d'investissement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Bénin. Notons que cette visite d'État est inédite puisque depuis l'indépendance du pays en 1960, aucun chef d'État béninois n'a été reçu par le roi d'Arabie Saoudite. C'est l'affaire qui fait l'actualité ces derniers jours. Il s'agit de l'affaire relative à la filière des véhicules d'occasion. Cela ajouté à une autre affaire de découverte de ce qu'il y a lieu de considérer comme étant de la cocaïne dans un conteneur au port autonome de Cotonou, a engendré la tenue d'un point de presse par le procureur près le tribunal de première instance de Cotonou. C'était ce mardi. On l'écoute. Il y a à peine 3 semaines, une affaire de découverte de 18 kilos de cocaïne dans un conteneur au port de Cotonou a défrayé la chronique. Des supputations sont allées dans tous les sens. Mais la constance est que le trafic favorise le blanchiment de capitaux et par suite entretient des réseaux criminels et terroristes. Hier encore, 21 novembre 2016, il a été découvert dans la journée dans un conteneur de sucre en provenance du Brésil, un sac contenant 48 plaquettes de produits d'un poids total de 54 kg. Les premiers tests réalisés indiquent qu'il s'agit de la cocaïne. Les analyses sont en cours pour confirmer la nature réelle de ce produit au niveau du laboratoire national des stupéfiants et de toxicologie. Une enquête est en cours, menée par l'OCERTID et la gendarmerie maritime pour interpeller les auteurs de ce trafic et les présenter à la justice dans les plus brefs délais. Après le dépôt du rapport d'expertise qui a constaté que des irrégularités et des malversations ont été commises par certains acteurs intervenant dans la filière des véhicules d'occasion, le parquet a chargé la sous-direction des affaires économiques et financières SDAF de mener une enquête. À l'issue des investigations,
Une trentaine de personnes mises en cause ont été déférées au parquet le 16 novembre 2016. Une information a été ouverte contre ces personnes devant le juge du 5e cabinet d'instruction qui, après les avoir inculpés, les a renvoyés devant le juge des libertés et de la détention. À l'issue des débats, devant cette juridiction, 6 inculpés sont placés sous mandat de dépôt. 24 autres sous contrôle judiciaire, dont certains après avoir soit librement payé la moitié du montant mis à leur charge, soit affecté un bien immobilier en garantie conformément aux tests en vigueur. L'information suivant son cours, l'opinion sera située sur la responsabilité incombant aux différents inculpés. Deuxième jour des 3 de grève de l'UNAMAB, c'est aujourd'hui. La grève a donc débuté hier. Notre équipe de reportage a pu constater au tribunal de Cotonou que les audiences n'y avaient pas lieu. La grève de l'Union nationale des magistrats du Bénin est la conséquence, par exemple, d'un désaccord entre l'UNAMAB et le garde des Sceaux au sujet de la dotation du personnel judiciaire en carburant payable en ticket valeur. On ajoute que cette grève n'a pas d'impact sur la délivrance des actes judiciaires au tribunal, cette activité étant menée par d'autres corps de la justice dont les syndicats n'observent pas actuellement une cessation de travail, comme nous l'explique le greffier en chef. Effectivement, l'UNAMAB va déclencher une grève de 112 heures, c'est effectif. Vous avez constaté avec moi que les salles d'audience sont fermées, donc pas d'audience pour les justiciables. Par contre, vous savez, la justice est composée de plusieurs corps, donc il y a plusieurs syndicats. Il y a certains syndicats qui ne sont pas en grève, et que les activités continuent toujours, parce que la délivrance de certains actes judiciaires, le casier judiciaire, certificat de nationalité, procuration, régie du commerce, etc. L'UNAMAB réclame le dégel des fonds de grève, le paiement des ristournes de 2014 à 2016 et de 2004 à 2011. Ensuite, la dotation en carburant. Et je pense que ces revendications nous intéressent aussi tous les autres syndicats, parce que on bénéficie aussi de la dotation en carburant et les fonds de grève qui sont quand même indispensables pour le fonctionnement du tribunal. Éducation, un module de classe est sur le point de s'écrouler dans une école maternelle de Pondéou. Du coup, les écoliers y côtoient quotidiennement le danger, maintenant leurs enseignants et parents dans une angoisse permanente. Aujourd'hui encore, ils n'ont d'autre choix que de lancer un appel au secours. Fréjus Serplan, Laurent Tonneikes et Fréjus Fiossi. École maternelle publique de Pondéou, nous sommes dans le 2e arrondissement de la plus grande ville du Bénin, Cotonou. À première vue, tout va pour le mieux. L'insouciance joyeuse des enfants, leur jeu, leur bonheur. Mais chaque jour, plus de 150 de ces jeunes écoliers prennent rendez-vous avec la mort. Et si le drame redouté n'est pas encore arrivé, cela semble n'être qu'une question de temps. En cause, ce module de classe construit en 2002 et qui donne tous les signes de l'écroulement imminent. Dalles fissurées, murs lézardés, poteaux branlants. Sous le regard impuissant des parents d'élèves maintenus dans une angoisse permanente. Nous avons une situation ici qui n'est pas du tout bonne. Le bâtiment que vous voyez en face là, c'est de ce bâtiment-là il est question. Le bâtiment, pour sa dalle supérieure, est en train de s'affaisser. Là où nous sommes, les prochaines pluies qui vont venir risquent de faire tomber la dalle. Elle est là, elle ne tient plus. Ce qui se passe, c'est comme ce qui s'est passé à PK5, où toute une maison s'est effondrée. C'est ce que nous sommes en train d'avoir. Si rien n'est fait, ça va être pire. Or, ces deux enfants, ils n'ont pas demandé à naître. Non seulement ça, les murs sont tombants. Donc, constatez avec nous ce qui se passe. De peur que le pire ne survienne pendant que les enfants seraient en classe, les instituteurs ont décidé d'installer ceux-ci sur les balcons et dans les escaliers à peine mieux sécurisés. Quant aux parents d'élèves, ils disent avoir entrepris des démarches à l'endroit des autorités municipales et de celles en charge de l'enseignement maternel sans aucune suite concrète. Nous avons été menacés par les parents d'élèves plusieurs fois que nous serons charcutés si jamais le bâtiment s'écroulait. Donc nous-mêmes là, on va nous poursuivre et ils vont nous charcuter.
Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas rester indifférents. C'est pour ça que nous avons commencé par solliciter les bonnes volontés et aussi appeler au secours nos autorités. Parce que plus d'une fois, on a déjà envoyé des courriers et ils sont descendus, mais rien n'a été fait. On a écrit au ministère de l'enseignement maternel et primaire depuis 3 ans. On n'a pas eu de suite. On a relancé de toutes les façons, on n'a pas eu de suite. Nous avons encore écrit à la mairie qui avait construit le bâtiment en 2002. On a écrit, on est passé par tous les moyens, la DST est venue, ils ont tout fait, mais ça n'a rien donné. Dans ces circonstances et face à l'imminence du danger, pas d'autre choix pour les parents d'élèves et les responsables scolaires que de lancer un appel au secours. Nous appelons à ce que l'État actuel, l'État de la rupture, le gouvernement de la rupture, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la vie de ces enfants qui nous entourent ici soit sauvée. Nous en appelons à toute personne qui peut nous sauver, des structures privées qui peuvent nous aider à sauver la situation de Vitte-Béni. Parce que c'est grave, l'heure est grave. On ne peut pas comprendre qu'un enfant en difficulté crie au secours et on ne peut pas venir à la rescousse de ce dernier. Parce que regardez, c'est des âmes innocentes. Et vous regardez ces immeubles-là, c'est des immeubles vraiment pas possibles. C'est maintenant le moment de lancer un appel vibrant à nos autorités de venir à la rescousse des enfants, parce que c'est des âmes innocentes, et pour qu'on parle à la situation. Faut-il attendre fermer l'école maternelle publique de Pondéou? En dépit du droit à l'éducation, ce pourrait être là la mesure palliative pour préserver la vie des enfants en attendant la réaction des autorités. Éducation encore, Grand Popo subit un manque d'enseignants. Un manque, vous allez le voir, qui s'explique par les subterfuges qu'utilisent certains informateurs pour ne pas avoir leur poste dans cette région, au motif que ces écoles ne sont pas faciles d'accès. Jonas Bouchi. La pénurie d'enseignants dans les salles de classe est une préoccupation commune à toutes les écoles au Bénin. Mais dans la commune de Grand Popo, la situation est plus accentuée par le refus de certains enseignants d'exercer dans la localité à cause des difficultés d'accès aux écoles et des pénibles conditions de vie dans ces milieux. Si on a fait des enseignants dans cet établissement, ils disent qu'il y a la traversée qu'ils ne peuvent pas traverser pour venir dans cette école. Et de deux, le village est très reculé. Ils écrivent, ils vont voir le chef hiérarchique là, et puis c'est fini. On ne les voit plus. Effectivement, la commune de Grand Popo est une ville balnéaire. Donc nous avons assez de villages lacustres. Plusieurs écoles sont sur des sites inaccessibles. Quand je prends par exemple l'arrondissement d'Avlo, il y a assez d'écoles qui sont sur l'eau. Et quand on affecte les enseignants dans ces milieux, ils se réfugient derrière l'idée selon laquelle ces écoles sont inaccessibles pour ne pas prendre service. Soit ils vont pour juste prendre service et ils retournent, ils n'y vont plus. Les difficultés d'accès aux écoles de Grand Popo ne datent pas d'aujourd'hui, selon le chef du village de Réveil. Cependant, le motif est beaucoup plus brandi par les enseignants de nos jours pour priver les enfants de la localité du droit à l'instruction. Et quand des enseignants originaires de Grand Popo évoquent cet argument, cela désole davantage le deuxième adjoint au maire de la commune. Vous êtes affecté quelque part. On se dit que ce quelque part là est déshérité, je ne peux pas rester là. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous venons d'où? Je connais des enseignants qui viennent des zones très... on ne peut même pas en parler. Ils disent non. Et c'est nos propres frères. Il y a des enseignants qui ont pris par ici depuis 1958 jusqu'à ce jour. Maintenant, les enseignants d'aujourd'hui disent que nous sommes dans une situation difficile et qu'ils ne peuvent pas quand même rester avec nos élèves à l'école. Tout en partageant la pertinence des difficiles conditions de vie et de travail des enseignants, le chef de la circonscription scolaire de Grand Popo propose quelques pistes de solution à la situation. La solution immédiate, c'est que quand on prend la zone de Djangramé, de Sazoué, de Into et autres, jusqu'à Tokpa Mononto, il faut qu'il
qu'il y ait de cette ruralité, qu'il y ait de pistes. Hein, moi-même, je suis allé jusqu'à Tokpa Monoto, j'ai constaté qu'il n'y a pas de pistes. Donc si la commune peut nous aider à tracer les voies, à charger les voies, ce serait déjà une solution. Maintenant, qu'on arrive à construire des logements pour les enseignants qui sont dans ces milieux. Donc on crée des conditions qui puissent permettre aux enseignants de travailler dans ces milieux-là. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas les fidéliser. Donc il va falloir que les autorités communales nous assistent, nous appuient pour que ces zones inondées, ces zones inaccessibles puissent être viabilisées. Au vu de l'immensité des tâches à abattre pour sortir les écoles de Grand Popo de cette léthargie, le deuxième adjoint au maire de Grand Popo fustige l'indifférence des autorités au plan national. Ces derniers mois, nous avons assisté à une série d'inondations dans la commune de Grand Popo. Nous avons crié haut et fort pour demander secours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'a répondu à notre appel. Les problèmes de l'école béninoise sont certes multiples et multiformes, mais puisque la commune de Grand Popo panache bon nombre de ces difficultés, elle mérite une attention particulière des autorités pour le bonheur des âmes innocentes qui vivent dans cette localité. Santé, un premier congrès africain sur la santé mentale a lieu à Cotonou depuis ce mardi. Il vise à terme à mettre l'accent sur les intrications entre trois domaines, sexualité, culture et maladie. Sexualité, culture, maladie, tel est le thème de ce premier congrès africain sur la santé mentale qui a débuté ce 22 novembre 2016 au Palais des Congrès de Cotonou. Initié par l'Association béninoise de psychiatrie et le département de santé mentale de la Faculté des sciences de la santé du Bénin, il a réuni plusieurs chercheurs venus de différents horizons, notamment d'Afrique et d'Europe. Ce congrès a entre autres objectifs de mettre davantage en exergue la place importante de la santé mentale dans la politique sanitaire des pays participants. Ce qu'il est convenu d'appeler la rencontre de Cotonou permettra d'avoir plus de lumière sur cette thématique de la sexualité et de la culture de la maladie. Pour ce faire, le partage des connaissances et des expériences aideront à clarifier et à harmoniser les stratégies de soins adéquats dans les domaines de la sexualité, de la culture et de la maladie. Les objectifs que nous poursuivons sont alors d'informer les professionnels sur les intrications entre ces trois termes et de favoriser une confrontation des compétences et des expériences sur la question. Pierre Mpele, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, reconnaissant la pertinence du thème de ce congrès, a réaffirmé la disponibilité de son organisation à soutenir le Bénin en matière de santé. Nous ne sommes ce que nous sommes vraiment que si notre santé mentale est bonne et si notre culture et notre sexualité sont en harmonie avec notre soi, ou mieux avec notre être. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est votre partenaire. Nous ne ménageons aucun effort pour être tous les jours, de jour comme de nuit, avec vous, dans le seul but de faire que les Béninois soient en bonne santé. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Santé du Bénin, Alassane Seydou, a promis mener des actions concrètes allant dans ce sens. Je mettrai tout en œuvre pour l'amélioration de la qualité des soins prodigués aux malades mentaux et la pérennisation des acquis des grands professeurs et universitaires de psychiatrie de mon pays. Je pense au professeur émérite et doyen d'âge René Galbert Haï, au professeur Thérèse Agossou et aux autres qui se chinent tous les jours afin de redonner espoir à nos compatriotes qui souffrent de la maladie mentale. Le congrès de la santé mentale de Cotonou prendra fin ce 24 novembre 2016.
Santé encore, les Comores vont éradiquer le paludisme. Si ce n'est encore fait, c'est le fruit de 10 ans d'efforts basés sur la prise en charge précoce de la maladie et la gratuité des soins, entre autres. Commentaire Horacia George. Jusqu'en 2004, les Comores étaient classés parmi les pays à transmission intense et pérenne du paludisme, avec un taux d'incidence de 120 sur 1000, un taux de prévalence de l'ordre de 40%, notamment chez les enfants. En 2005, les Comores, un des pays les plus pauvres du monde, ont lancé un plan d'éradication de la maladie grâce à une subvention de 2,4 millions de dollars sur 5 ans du Fonds mondial contre le paludisme, la tuberculose et le sida. Parmi ses priorités, la prise en charge précoce des maladies, la prévention chez la femme enceinte, la généralisation des moustiquaires imprégnés et la gratuité des soins. Mais la clé de son succès fut probablement l'usage d'un nouveau traitement, la Tequic, une nouvelle combinaison à partir de l'artémisinine, une plante utilisée dans la médecine chinoise. Le traitement de masse a pu faire disparaître le palud catégoriquement. Voilà. Maintenant, on ne trouve pas vraiment de patients. Parce qu'avant, on avait trop de patients grâce au palud. Voilà. La plupart des hôpitaux ont fonctionné grâce au paludisme. Mais depuis le traitement de masse, on a eu des difficultés dans les hôpitaux sur le nombre de fréquentations des malades. Notre but, c'est de rompre la chaîne de transmission. Maintenant, on a pu le rompre en juin. Il y a plus de cas depuis 2014. À Moïse aussi, il y a plus de cas depuis 2014. Il reste Ngazidia où nous avons quelques foyers où nous voulons renforcer la surveillance au niveau de 2 autres îles, mais aussi renforcer le contrôle au niveau d'Ngazidia pour que nous puissions rompre cette chaîne de transmission avant la date promise 2020. Depuis 2014, le taux de létalité hospitalière causé par le paludisme frôle la barre des 0%. Reste maintenant à graver cette victoire sur le parasite dans le marbre en obtenant la certification de l'OMS. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, 214 millions de cas de paludisme ont été recensés sur la planète en 2015, faisant 438 000 tués pour l'essentiel en Afrique. Le Bangladesh fait face à l'afflux des réfugiés birmans. Ceux-ci fuient les violences de l'ouest de leur pays. Écoutez-les maintenant raconter leur malheur. J'ai été violée et je saigne. Un militaire a violé un membre de ma famille et l'a tué. J'ai perdu mes 2 enfants en allant au camp. Quand on essayait de fuir le génocide, des militaires m'ont frappé. Je suis venu ici parce que j'ai peur de l'armée. J'ai laissé toutes mes affaires. Je ne sais où se trouve ma famille. En Grèce, ce sont d'autres réfugiés qui font l'effort de retrouver une vie normale après avoir fui les combats dans leur pays. À Alep, en Syrie, Manal était professeure de mathématiques. En Grèce, où elle est réfugiée, elle enseigne l'arabe. Elle vit avec son mari et son fils chez un couple à Thessalonique. Si vous sentez que ces personnes vous soutiennent, qu'elles comprennent ce que vous ressentez, ce que vous pensez, qu'elles vous soutiennent dans n'importe quel cas, eh bien ça donne le sentiment que quelqu'un est en train de penser à vous. Nadine a fui le groupe État islamique en Syrie. Elle veut rejoindre son fils de 14 ans en Allemagne. Mais les procédures pour obtenir l'asile sont extrêmement longues. En attendant, elle a au moins un travail et un appartement. C'est une association de Thessalonique qui l'a aidée. Les bénévoles en sont persuadés. La solidarité est une réponse bien plus efficace que les camps de réfugiés. Je pense que je vis maintenant une vie normale, comme le reste des gens. Mais sérieusement, nous, les réfugiés, nous ne sommes pas des virus. Nous sommes simplement des êtres humains. Nadine et Manal sont les rares personnes à avoir trouvé un semblant de normalité. Avec la fermeture des frontières des Balkans et l'accord de l'Union européenne avec la Turquie sur la gestion des migrants, plus de 60 000 personnes sont toujours bloquées en Grèce, parquées dans des camps. Élections aux USA, on en parle encore. Les raisons de l'échec d'Hillary Clinton font toujours l'actualité. Il y a par exemple le rôle des swing states, ces États qui font basculer la victoire d'un camp vers un autre. C'est le cas du Wisconsin, habituellement démocrate, qui a voté Trump. Désormais relégués au carton, les souvenirs de la campagne ont un goût amer pour ces démocrates du Wisconsin. Personne n'avait prévu la victoire de Trump dans l'État.
Hillary Clinton n'avait même pas pris la peine de venir y faire campagne. Vous devez faire venir le candidat ici. Les délégués, c'est bien, ils aident. Mais c'est vraiment inhabituel de ne pas faire venir le candidat. Dans les grandes villes comme Milwaukee, la participation est en berne. Clinton n'a pas su mobiliser son électorat, notamment les Afro-Américains qui représentent plus de 40% de la population de la ville. Cette année, vous savez, beaucoup de gens ne sont pas allés voter du tout, parce qu'ils ne savaient pas forcément grand-chose, ni sur Trump, ni sur Clinton. Derrière ces grilles, les pelleteuses effacent les derniers signes de ce qui était autrefois la prospère usine automobile de Kenosha. Quand le dernier propriétaire, Chrysler, a fermé les portes en 2010, 500 employés ont dû se chercher un nouvel emploi. Alors, quand Trump axe sa campagne sur les délocalisations, il fait mouche. Pour les démocrates syndiqués qui ont voté pour Trump, je dirais que c'est la construction du mur avec le Mexique le déclencheur. Non pas que je crois qu'il va le construire, mais nos emplois sont détruits et vont dans d'autres pays. Et c'est ce qui s'est passé à Kenosha. L'homme d'affaires a remporté cet État qui n'avait pas voté républicain depuis Reagan en 1984. Gail a voté pour Donald Trump. Aujourd'hui employée dans une usine de produits électroniques, elle a connu le chômage et laisse éclater sa frustration. J'ai travaillé comme une folle toute ma vie. Mon mari a récemment fait une crise cardiaque. J'ai perdu mon emploi. J'ai été essayer d'obtenir de l'aide, mais on me l'a refusé. Mais les Mexicains, ils viennent ici ou n'importe quel hispanique vient ici et ils ont de l'aide. Frustration, lassitude et désintérêt, voilà quelques-unes des raisons qui ont coûté le Wisconsin à Clinton à 27 000 voix près. Cette édition s'achève. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.